Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Mediapart dans Black Bloc au Festival de Mediapart. C'était un piège. On a fait une petite mise en scène de début, bah bien sûr. Voilà, quelle ambiance, incroyable. Là, ouais. On n'est même pas sur Mediapart, on est dans Mediapart quand même. On est dans le cauchemar d'Alexis Collère. Ça sent encore le scalp de Jérôme Cahuzac, le fond de slip de Nicolas Sarkozy. On est là pour un nouvel épisode de Black Bloc. Donc on va parler engagement politique. On va rigoler avec Pablo Mira, Rada Hatem, Philippe Poutou. Comment ça va les amis ? Est-ce que ça va déjà? Petite question, voilà, première question très simple. Ambiance circassienne, on attend le trapèze et puis tu vois. Il y a du bâton du diable qui va sortir à un moment donné. Rada, Philippe, tout va bien? Totalement zen. Vous êtes, ouais. Philippe, un peu tendu peut-être, un peu crispé. Alors je vais commencer par vous présenter, on va commencer par Pablo Mira. Pablo Mira, tu es humoriste. Oui, exact. C'est drôle, c'est mon visage. Je sais pas, oui, c'est ton visage parce que tu as fait un peu l'oral du. La symétrie, donc. Tu as fait un peu grand oral de Léna, tu fais oui, ok. Alors, on va dire la vérité parce qu'on est sur Mediapart et on est obligé, sinon, voilà, on se fait défoncer. On a bossé ensemble, on se connaît très bien. On a bossé ensemble sur un média qui s'appelle France Inter. Ouais, c'est une radio associative. Quoi. Radio associative. Ouais, 1901, quoi, tu vois. Qui appartient au gouvernement. Enfin bon, bref, ça à vérifier. Donc on se connaît bien professionnellement, mais en vrai, il y a plein de trucs que je sais pas sur toi. Et par exemple, premier degré, comment t'es devenu humoriste? Pourquoi t'as eu envie de faire des blagues sur scène? La vraie envie, elle est née quand j'ai vu, je pense, les spectacles d'Elysée Moon et de Franck Dubosc, fin des années 90, début 2000. Ma mère, elle m'avait envoyé à la Comédie Comartin, qui est à côté de l'Olympia. Et j'avais eu ça, et c'était exceptionnel. Révélation, tu t'es dit je veux être ces personnes sur scène. Ouais, voilà, des personnes pas très belles esthétiquement, mais très drôles dans le bien, je crois que tu as réussi. Yes. Ta vie. Et quand est-ce que tu as commencé à écrire tes premiers textes? 23, 24 ans, mais je faisais du comique de personnage parce que j'avais accroché à la proposition d'Elysée Moon et tout ça. Et puis je trouvais pas le truc. C'est un point commun qu'on a, c'est qu'on est revenu du comique de personnage, toi et moi. J'ai fait ça aussi, ouais. On a tous fait des erreurs de jeunesse. Mais et puis après, vraiment, j'ai réussi à en vivre avec Logographie à partir de 2012, septembre 2012. Et là, ça a été un peu le déclic de se dire, ok, je veux faire ça de ma vie, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est mieux que contrôleur de gestion, en tout cas. Il y a des contrôleurs. Ouais, là, y en a. Je pense qu'il y a la moitié de la salle que tu as crispé là d'un coup. Ah, merde. Il me reste les profs d'histoire. Et on rattrape l'autre moitié. Tu as parlé d'Hugographie, donc très belle transition. C'est toi qui as créé ou co-créé Hugographie? Alors co-créé avec Sébastien Lébus, qui a vraiment eu l'idée de base, mais c'était un type de satire qui existait déjà aux États-Unis avec The Onion et au Royaume-Uni, en Espagne. C'est vraiment un type de satire très particulier. Donc c'est reprendre les codes du journalisme et les détourner. En gros, toute la forme est sérieuse. On doit ressembler à des articles de presse, l'AFP, Reuters, Associated Press. Et par contre, les blagues sont dans le propos. Mais dans la forme, il n'y a aucun indice de « c'est une blague ». Et de moins en moins, maintenant, on parle de gorafisation de la société, etc. C'est pas forcément un bon signe. Ça te fait plaisir ou pas quand on dit ça, où tu te dis une petite fierté de base, ça vient un peu de moi? C'est un peu complexe, c'est du genre, ok, on est rentré dans la culture, mais c'est pas un bon signe non plus de l'état de la société. Et alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais un carnet à l'époque, je sais pas si tu as toujours, où tu notais absolument tout ce qui te faisait marrer. Ouais. Et pourquoi ça te faisait marrer? Donc moi, ça m'a fait peur en fait. J'ai plus de carnet depuis ChatGPT. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais non, mais il y a un truc. Moi, c'est marrant parce que l'humour, en tout cas, quand on l'attaque, qu'il soit satirique ou non, il y a un côté un peu mystérieux. C'est une discipline un peu genre on est drôle ou on l'est pas. Alors qu'en fait, il y a une vraie part. Ah, il y a quelqu'un qui a fait tomber son stérilet. On va parler de ça avec Rada justement juste après. Pas du stérilet de Rada. J'essaye de. Bon fin d'émission. Allez, c'est bon, on n'aura pas mieux que ça. On pourra pas faire mieux. Franchement, en tout cas, Philippe a été très présent et ça fait plaisir. Revenons quand même à ce Kardec parce que ça me fascine toujours. Non, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que dès que tu
tu rigolais, tu faisais haha, et après directement tu disais attends mais pourquoi ça m'a fait rire, et tu notais ça. Mais tu es un psychopathe, Pablo. C'est là où je voulais en venir. Non, c'est que c'est une discipline artistique, l'humour, comme la danse ou la peinture et tout ça, et qu'il y a de la technique derrière. Il y a l'inspiration, il y a de la création pure, mais il y a toujours de la technique. Et je pense que il y a des gens qui parlent de technique, moi c'est un peu mon approche, et puis il y a des gens en vrai plus comme toi, le côté on se laisse porter, mais il y a toujours de la technique derrière, tu vois. Quand tu faisais les micro-trottoirs ou quand tu les fais encore sur Radio Nova. Non, mais t'écoutes pas, ça fait plaisir, d'accord. Je trouve pas la fréquence. Il y en a pas. 305 FM, on sait pas où c'est. Le problème c'est qu'il n'y a pas de fréquence. Après Radio Autoroute, on sait plus. On sait plus. Mais non, mais je veux dire, il y a une structure, la technique et tout ça, tu vois. Et toi, ça t'intéresse ce genre de choses, de la mécanique. Ouais, essayer de progresser et tout. Ouais. Très bien, on va y revenir. Non, attends, on a 1 heure pour parler de tout ça. On va passer à Rada, même si déjà on t'a un petit peu entendu. Donc Rada, tu es gynécologue obstétricienne. Donc n'hésitez pas à perdre les os d'ailleurs dans le public. C'est vraiment clairement le moment. C'est comme dans les avions d'ailleurs. Si vous accouchez, hop, le petit, il a un abonnement à vie à Mediapart. Petite moustache d'Edoui Plenel. Hein? Moi aussi. Et toi aussi, par la même occasion. T'es né et t'as grandi au Liban. Alors, je vais pas te demander une analyse géopolitique de la situation sur place. Est-ce que tu condamnes le Hamas? T'es pas sympa, Guillaume. Ouais, pardon, non, c'était un piège. Mais est-ce que tu as encore de la famille sur place? Et vraiment, pour en parler un peu sérieusement quand même. Évidemment que j'ai de la famille sur place. Et comment tu vis la période? Très mal. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui la vivent très bien, mais non, je la vis très mal. Les marchands d'armes, un peu. Les actionnaires de Dassault, pas mal. Évidemment, ravive énormément de souvenirs de jeunesse. Douloureux. Et tu as créé, t'es fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà la Maison des Femmes, même s'il y a un petit indice dans le titre, et comment tu as eu cette envie, cette volonté de créer cet endroit? Mais ça sera pas drôle, ça va quand même. Mais non, mais on est là pour ça, pour justement parler un peu de tout, de politique, d'engagement, d'activisme, de concret. Mais je suis gynéco, comme l'a dit le monsieur, donc je vois que des femmes. C'est mon fonds de commerce. Et malheureusement, quand on voit des femmes tous les jours, toute la journée, pendant 20, 30, 40 ans, on s'aperçoit qu'il y a une constante, c'est qu'elles n'ont pas toujours beaucoup de chance. Et même quand elles ont fait de très belles études, qu'elles ont de très beaux postes, eh bien dans leur vie, parfois c'est le chaos total. Et je ne parle pas de celles qui n'ont pas toutes ces chances-là. Et donc je me suis dit qu'il fallait offrir un parcours de soins aux femmes pour qu'elles puissent dire je vais mal, j'ai subi de la violence, enfant, plus grande, maintenant j'en subis toujours, au boulot, à la maison, tous les cas de figure existent. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'avoir un lieu de soins dédié à la violence. Alors on ne refuse pas les hommes, mais en tant que gynéco, je ne suis pas compétente. C'est pour ça que ça s'appelle la Maison des Femmes. Mais il y a aussi des hommes qui subissent de la violence. Toi, par exemple, on peut en parler? Je vais venir à la Maison des Femmes, tu me fais une petite place alors. Et quand t'as créé ça en quelle année? On a ouvert en 2016. 2016. Et est-ce que tu as eu... Comment les politiques ont réagi? Est-ce que tu as eu des aides? Est-ce que tu as eu... Je connais la réponse, c'est pour ça que je pose la question. Non, il faut être honnête. J'ai eu du soutien. Ouais. Enfin, au début, j'ai eu beaucoup de questionnements, de à quoi ça sert, mais enfin, il y a déjà tout ce qu'il faut, etc. Et puis, M. Macron a décrété que c'était la grande cause nationale du premier quinquennat, donc ça a mis un petit peu de lumière. Il y a eu des espoirs, malheureusement, on a un peu déchanté parce que ça avait beau être la grande cause, il n'y avait pas assez d'engagement et il n'y avait pas d'argent. Le problème quand on monte quelque chose en France, c'est qu'on vous dit oui mais il n'y a pas d'argent, c'est vachement bien mais il n'y a pas d'argent. Et cette question de l'argent était malheureusement omniprésente, mais elle m'a rendu un petit service, c'est-à-dire qu'elle m'a obligée à aller chercher de l'argent là où il y en a, c'est-à-dire chez les riches, et j'ai réussi à trouver des riches sympas. Qui ont Scoop Mediapart. Il y en a, je vous jure. Mathieu Pigasse. Ça va encore être lui. Pas du tout. Non, mon tout premier mécène, c'est François-Henri Pinault. Et oui, François-Henri, d'abord, il est marié à Salma Hayek, qui est une défenseresse. Ah oui, c'est vrai, remarque, des droits des... Mais oui, bien sûr. Donc, elle lui susurre, non pas dans l'oreillette, mais sur l'oreiller, des trucs. T'as vu, il y a un petit frisson dans la salle quand t'as dit François Pinault. Et une grosse veine sur Philippe. J'ai entendu. Comme dans Nicky Larson. Calme-toi, Philippe. Et non, mais il m'a donné beaucoup d'argent. Et je lui suis reconnaissante. Et puis, il y en a eu d'autres. Même des gens qu'a priori, on ne penserait pas retrouver dans ces combats-là.
Accor, AXA, etc. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'aller chercher du mécénat privé pour une cause pour qui une cause devrait qui être... devrait dépendre de l'État complètement. C'est ça qui est terrible. Ouais. Alors, puisqu'on a parlé du président de la République, parlons de celui qui a failli le devenir, puisque ça, c'est quand même joué à pas grand-chose. Philippe Poutou est avec nous. Bravo. Alors, Philippe, le libraire, puisque je fais de la promo, tu as ouvert avec Béatrice Walilot les 400 coups à Bordeaux, nouvelle librairie. En fait, tu as repris une librairie. Pourquoi cette envie? Question sérieuse, mais vraiment, pourquoi tu as eu cette velléité de devenir un horrible capitaliste qui vend des livres de Michel Onfray? En fait, j'étais au chômage. Oui, voilà, oui, ça aide pour prendre des... Oui. Depuis le licenciement, j'étais à l'usine Ford. L'usine a fermé, on a tous été virés. Et puis depuis, j'étais au chômage, ça fait 5 ans. Mais c'est vrai que le travail ne me manque pas, en fait, en vrai. Et on s'y fait, quoi. J'avais mes indemnités de chômage. Et en plus, je suis élu à la mairie de Bordeaux. Donc, on va en parler, à la métropole, donc j'ai un peu d'indemnités. Donc le chômage plus les indemnités d'élu, ça m'allait très bien. Je pouvais militer un peu comme je voulais. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Ouais. Et je me suis dit, enfin avec Béatrice, on s'est dit, il va bien falloir, parce que Béatrice, en fait, c'était le seul salaire du foyer. Okay, et elle m'a mis la pression et elle a dit, non, à un moment donné, il faudra ramener quelque chose. Et donc ça tombait à ce moment-là. Et puis on a fait connaissance d'une libraire qui partait à la retraite dans une toute petite librairie bordelaise. Et là, ça a flashé dans nos têtes, quoi. Et on s'est dit, mais voilà, c'est la grande occasion, parce qu'en fait, les libraires... c'était un rêve, mais un rêve comme on a des fois, quoi. Ah, ça serait chouette, puis voilà, quoi. Et puis en fait, là, ça devenait quelque chose qui pouvait être concret. Et voilà. Là, t'as ouvert il y a pas longtemps. On s'est lancé dans l'aventure, et donc ça fait un mois qu'on a ouvert. Et alors, première sensation? C'est super chouette. C'est un peu galère parce qu'on connaît rien. Enfin, ouais, il y a tout à découvrir, hein, bien sûr. On sait lire. Mais enfin, je dis ça parce qu'il y a plein de fachos qui disent que je sais même pas lire. Et que... On va fact-checker ça quand même. Hein. Mais tu dis donc, que du coup, c'est super chouette. C'est des gens qui viennent, beaucoup de jeunes. Et puis en plus, on vend des trucs. On repart au frais du coup. Hein, parce que ça fait partie de mes questions. On est en fait. Si quelqu'un arrive et il veut le dernier Jordan Bardella. Pareil, là, mauvais exemple évidemment. Mais non, on est très sectaire et pas que pour Bardella, tout ce qui est un peu réac, en fait, ça sera pas présenté dans la librairie. Mais il n'y a pas un truc qui s'appelle le refus de vente ou ce genre de... Des toilettes, tu vois. Tu les mets directement. Ça se contourne en fait, voilà. Ouais. On imagine mal être embêté parce qu'on aura refusé une vente alors que juste à côté, il y a des librairies qui vendent de tout. Donc en fait, c'est pas comme dans les petites communes où effectivement le problème peut se poser de manière un peu différente. Quand il y a une seule librairie dans une vallée, par exemple, là c'est un peu, il y a une pression supplémentaire, mais là il y a plein de librairies à Bordeaux et dans la métropole. Donc en fait, nous on assume, en fait, on est une librairie wokiste d'une certaine manière. Donc tout ce qui est anti-réac et puis on revendique tout ce qui est radical à gauche. Et puisqu'on parlait de ce lieu politique, et tu l'as dit tout à l'heure, tu es conseiller municipal à Bordeaux. Et je précise, conseiller municipal d'opposition. Mais je croyais que c'était la gauche à Bordeaux. T'as vu, je fais bien les questions naïves. Mais il me semblait que c'était la gauche. Ça s'appelle opposition de gauche. À la gauche. Ouais. Et bon, après, quand on dit gauche, après, c'est toujours pareil. Il faut des guillemets ou je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a une mairie vraiment de gauche, en fait. Voilà, donc on est à l'aise dans cette opposition de gauche, quoi. On essaie d'expliquer ce que ça voudrait dire s'ils étaient de gauche, en fait. Ce qu'ils feraient s'ils étaient... Alors, tu peux nous donner quelques exemples? Ça marche pas bien, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent localement? Après, les trucs basiques, après, c'est intéressant. Mais bon, sur les questions d'urbanisme ou de logement, nous, on pense que c'est la question d'un service public et un foncier public, et donc une bataille. En fait, ce serait une bataille contre les promoteurs, les affairistes. Bon, voilà. Bon, après, ça dépend pas que d'une mairie ou pas que d'une métropole, évidemment. Ça dépend aussi de lois. Mais bon, en tout cas, ils font rien pour changer le rapport de force. Donc c'est la question des réquisitions des logements vides, des bâtiments vacants, des espaces vacants, c'est pas du tout fait. Ensuite, nous on pense qu'il faut un service public du transport, il faut la gratuité du transport. Ils ne le font pas, ils ne le veulent pas non plus, en disant que ça va quand même pas être gratuit pour les riches.
Ah oui, c'est le même argument que la cantine. Ouais, donc ils sont d'accord avec la droite sur ces choses-là. Enfin, ils sont trop d'accord avec la droite en fait. Et ils votent quasiment tout ensemble. Voilà. Donc on essaie de faire passer des choses, on n'y arrive pas, on est trop petit. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on se sent pas très utile, on se sent pas très efficace ou même pas du tout efficace. Et la difficulté qu'il y a, mais c'est dans plein d'endroits, je pense, c'est à partir du moment où il n'y a pas de mobilisation, ou il y a trop peu de mobilisation, ou si les mobilisations sont pas assez fortes, des élus comme nous, on est un peu comme des cons. Oui, t'es démuni, tu te retrouves tout seul. On est un peu comme des cons isolés. Voilà. Mais ceci dit, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça a de l'écho quand même. C'est un peu comme les députés de l'AFI à l'Assemblée nationale. Oui, il y a une portée tribunicienne, comme on dit. Et ça fait du bien d'entendre certaines choses. Et donc, on pense que quelque part, on a quand même une petite utilité. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Alors, je t'ai demandé, parce que c'est le but de l'émission, ce qui te faisait marrer. Tu m'as fait une réponse de politique. Puisque tu m'as dit oui, ce qui me fait rigoler, c'est Guillaume Meurice et Pierre-Emmanuel Barré. J'ai senti que tu voulais me flatter. Merci. Mais j'ai fait l'inverse, moi. Je vais faire qu'est-ce qui me fait marrer chez Philippe Poutou. On va parler du score encore. Hein. Encore. Hein. Putain, c'est pénible, hein. On tourne en rond. Hein. On va parler d'encore plus drôle. On va parler de ceci. Votez pour nous et ce marché redeviendra français. Votez chez nous, votez chez vous. C'est raciste. Il y en a marre de ces racistes qui prennent la haine et qui nous divisent. T'en as pas marre de déblatérer toutes tes horreurs? Écoute, quand ils t'auront piqué ton boulot, ta femme et ta maison, faudra pas venir pleurer, gars. Peu importe d'où on vient, noir, blanc, juif, musulman, athée, on est tous égaux. Égaux? Oui, tous égaux. On est tous pareils. Régularisation de tous les sans-papiers. Ils vont pas te laisser passer. Liberté de circulation et d'installation et ouverture des frontières. Arrête, je t'en prie, arrête ça tout de suite. Droit de vote des étrangers à toutes les élections. Voilà, on a arrêté là parce que après voilà, ça devient interdit aux moins de 18 ans. Clip de campagne. Alors, non mais Pablo, tu veux réagir? Ça fait relativiser la performance de Marion Cotillard dans Batman. Là, on se dit que c'était pas si mal. Alors, ça m'intéresse quand même parce que c'est un exercice, le clip de campagne, que vous avez choisi visiblement de troller. Mais on sait et on dit toujours qu'au NPA, tout se discute à la virgule près. Comment vous avez eu ce genre d'idée et comment vous avez fait pour vous mettre d'accord que c'est la bonne idée? Ouais, c'est Pablo qui a coécrit, tu penses? Comment vous avez fait? J'ai envie de savoir les coulisses de ça. Je m'en souviens pas très bien. Est-ce que c'est toi qui arrives avec une idée et tu dis je vais faire... Non, mais moi j'ai jamais d'idée de toute façon. Donc non, mais on avait fait des clips, la première... Là c'est la deuxième campagne, il me semble, c'est 2017. La première en 2012, c'est Hugo Chénard, qui est un ami proche du parti, qui est aussi réalisateur et on avait fait des clips qui avaient eu du succès, qui avaient été remarqués par la presse, tout ça. Donc ça avait été la première session et avait été plutôt réussie. Et donc la deuxième fois, on refait pareil. En fait, c'est une connerie de refaire pareil ou de tenter de refaire pareil parce que c'est jamais. Les suites sont toujours moins bien que voilà. Et donc du coup, on est beaucoup moins content. Enfin moi, de toute façon, j'ai presque honte de. Mais non, pas du clip. Mais en fait, je sais rien faire. Même jouer 2 trucs, je sais pas faire. Quoi. Donc du coup, là, c'est catastrophique. C'était joué. Oui. Pour moi, c'est. J'ai vu. Il est méchant. En plus, si on est avec des vachards à côté, c'est. Ouais, là. Mais t'avais qu'à bien répondre à ma question. Après, la difficulté qu'il y a, c'est en fait, c'est de manier un peu, parce que les clips, c'est chiant, les clips de campagne politique. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est souvent classique, face caméra, avec et alors donc, et tout. Du coup, l'idée, c'était de sortir un peu de ça et de faire un peu d'humour dans une campagne politique. Et bon, voilà. Donc là, je vais quand même pas tout dénigrer ce qui a été fait. Toi, tu le fais, tu as le droit de le faire. Non, j'ai juste montré. C'est un témoignage. Non, mais toi, tu préfères les clips de droite. C'est vrai que j'avoue, je suis passionné de clips de droite. C'est ceux-là qui te font. Il y en a un fabuleux avec, c'était à l'époque Maigret, je crois. Oui, où il y a de la musique rail. Et lui, il arrive et il change. Vous vous souvenez de ça? Il change et c'est de la musique classique et après ça panote sur lui et il fait comme ça. Avec Bruno Maigret, restons maîtres chez nous. J'ai voté pour lui direct.
Et donc l'idée c'était ça, c'était de faire un truc un peu original et en même temps avec un fond politique. Bon, vous le voyez, le fond politique. C'est obligatoire. Mais après, voilà, c'est la forme qui est bon, peut-être. On est obligé de les faire ou pas ces spots-là où on oui. peut non, c'est légal, on est obligé. Ben on a le droit de le faire. Donc tu parles un peu plus dans ton micro, Philippe. Ah oui, je suis pas habitué à voir. Cale-le sur ton menton. Mais à BFM ou dans d'autres trucs comme ça, c'est vachement mieux. Les petits micro-cravates et tout, c'est fatigant, je trouve. Mais globalement, les conditions d'invitation ici sont beaucoup moins bien que sur BFM. Parce que... Il n'y a pas de... on est mieux reçus et... Là, c'est les micros de la RDA. Donc, non, mais c'est vraiment le plateau de gauche, quoi. C'est pas bien, quoi. Enfin, voilà, bon, mais pour revenir, oui, enfin, en fait, tout est payé par l'État. Donc, en fait, on profite des moyens techniques. Les seuls trucs qu'on a, après, c'est le réalisateur, c'est nous qui choisissons. Donc, et les gens sur jeu. Et puis, on choisit après qui joue dedans, effectivement. Et c'était des comédiens professionnels. Il y avait que moi qui était manche, en fait, dans l'histoire. On aurait dit l'inverse. Mais... c'est vrai, t'es le mieux du clip. C'est méchant pour les autres. C'est vrai. Rada, toi, ça a tendance à t'amuser ou à te déprimer la politique en ce moment? Est-ce que tu arrives à te marrer encore en regardant la politique actuelle? Non. T'es vraiment déprime totale. Et tu nous manques sur cette télé, radio. Je sais plus de quoi tu parles. Je sais plus de. Ouais. Mais non, mais on est absolument pas drôle. Regarde, on est sur Mediapart là. On est toujours là. On va rigoler une heure, on va rentrer. Mais c'est vrai que tu retrouves, t'arrives pas à prendre du recul par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait politiquement aujourd'hui. Si, tu peux prendre du recul, mais enfin, ça te rattrape, quoi que tu fasses. Pablo, c'est carrément ton métier, toi. T'es obligé de suivre l'actu et de trouver des vannes sur Bruno Retailleau. C'est assez facile. Sur Bruno, disons que c'est buffet à volonté. Mais non, mais j'aimerais bien avoir ton rapport à l'actu parce que moi, j'ai un rapport un peu paradoxal. C'est-à-dire que j'adore ça. C'est la matière première que j'aime bien travailler, tu vois, que ce soit vraiment dans du court terme, genre les 24 heures et trouver des vannes sur l'actu chaude ou sur du plus long terme. Mais c'est extrêmement abrutissant de suivre l'info sur les chaînes d'info en continu, sur les réseaux sociaux et tout. C'est essentiellement des mauvaises nouvelles parce qu'il y a un côté sensationnaliste, donc on parle que des trains qui arrivent en retard et des grands drames et tout. Et je trouve que c'est abrutissant et déprimant d'emmagasiner cette quantité d'informations. Et je voulais avoir ton rapport à ça. Pour mien ? Ouais, pour voir si t'étais tranquille. On inverse l'interview. Non, moi c'est intéressé et curieux au fait. Rapidement je le vis plus comme une protection, quoi, de faire des blagues dessus. Tu as l'impression de dire au réel, tu me fais pas peur. Et regarde, j'ai la maîtrise de la situation puisque je ris de toi. Mais tu t'es jamais dit, je vais arrêter de consommer de l'info et je vais parler que des dauphins? Vraiment, t'as jamais eu cette envie-là de dire j'arrête de bosser sur... Très mauvais exemple parce que les dauphins, il y a vraiment des mœurs assez dégueulasses. Genre les dauphins, dès qu'il y a il y a des MeToo dauphins, MeToo dolphins. Non mais il y a des MeToo, c'est même le mode de fonctionnement des dauphins. Gérard Depardieu à côté, j'allais dire c'est l'abbé Pierre, mais ça ne marche plus. Putain, on ne peut plus. On ne pouvait plus faire. Pablo, je t'ai demandé, toi, ce qui te politisait, ce qui t'a politisé. Oui. Et tu m'as fait une réponse, je m'y attendais pas, mais tu m'as dit la réaction des gens de droite quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan et que des gens se barraient en s'accrochant à des avions. Oui, alors ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas en train de devenir de droite parce que j'avais une belle hauteur sous plafond chez moi et des moulures. Ça aide. Et donc je me suis dit, j'ai l'impression que je suis en train de devenir de droite. Et puis quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, c'est il y a quoi, 4 ans, 2 ans 2021, 2021. On a eu toutes ces images où il y avait des gens qui s'accrochaient aux roues des avions. Et des images qui étaient assez déchirantes. Et en France, les réactions de droite, c'était « Non, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde. » Et là, quand j'ai eu ça... T'as dit, c'est pas mon équipe, ça. Non, voilà, je vais prendre un autre maillot, je vais prendre d'autres chaussures, mais je me suis dit, on peut pas se reconnaître dans un discours, une réaction comme ça. À quel moment? Mais ça veut dire qu'avant 2021, t'avais pas vu qu'il y avait des gens de droite qui avaient ce type de discours? Sachant que tu t'intéresses à il n'y avait pas le discours sur les avions, il y avait le discours sur les bateaux. Sur les bateaux. C'est un problème. C'est pas le véhicule, en fait. Ouais, c'est un problème de transport en commun, en fait. Non, mais vraiment, et je me suis dit, vraiment, en fait, je pourrais jamais les rejoindre sur des questions comme ça. Sur la fiscalité, il peut y avoir des points de rencontre, je te le cache pas. Mais sur des questions beaucoup plus humaines comme ça, c'est impossible. Et tu m'as dit aussi que ta daronne t'a radicalisé. Non, ta daronne t'a politisé. Oui, mais alors, voilà, ma daronne, c'est beaucoup de CGT. Voilà, c'est un tatouage CGT sur la nuque. Ah ouais. Non, mais vraiment, famille plutôt de gauche. Alors, gauche déçue, évidemment, le tournant de la rigueur, 83, des larmes qui coulent pendant une décennie. Mais il y a eu beaucoup de syndicalisme via la CGT, donc je pense que ça a infusé lentement, comme un bon vieux matcha, et que ça m'a donné un peu une base
un peu de gauche. Ouais, Pas autant que Philippe, évidemment, mais... C'est pour ça que je t'ai mis un peu proche, pour que tu te rappelles d'où tu viens. J'ai l'impression qu'on est en dégradé un peu politiquement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai un peu, non? Donc du coup, les gens qui sont là... Ouais, toi, visiblement, d'accord. Avec ton look d'école de commerce. Bon, à part en PowerPoint. Rada, est-ce que quand même, malgré les difficultés du moment et ce qui se passe à la Maison des Femmes, est-ce que ça rigole un peu, voire beaucoup, à la Maison des Femmes? Bah, ça rigole beaucoup. Comment tu veux survivre sinon? Je sais pas, m'engueule pas, Rada, c'est une question. non, mais bien sûr, ouais. Non, ça rigole. Et bah, si tu veux, il y a aussi une tradition un peu carabine de rire de la mort. Et c'est ce qui nous permet de tenir face à des choses absolument atroces. C'est l'équipe. C'est de tenir ensemble, en fait, et de rire ensemble. Et ça va être très bien montré par un film qui sort bientôt, qui s'appelle La Maison des Femmes, qui raconte notre histoire. Et ça rit et ça picole pas mal. Ah, dans les deux sens du coup, ouais, très bien. Et tu parlais justement de l'humour carabin, c'est intéressant ça, parce que on dit souvent que c'est évidemment très très trash et voire sexiste slash machiste slash homophobe. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Est-ce que c'est une soupape et qu'il faut garder cette tradition? J'en sais rien, j'y connais rien. Bah, l'humour carabin, c'est très divers, mais je t'ai lancé ça parce que je savais que tu allais en faire ton miel. Je te connais. Ouais, ça m'intéresse au premier degré. Non, mais il y a différents sujets. Se moquer de la mort, etc. C'est vraiment l'humour carabin. Il est 3h du matin, tu viens de perdre un patient, t'es au bout de ta vie. Bon. Après, oui, évidemment que les carabins, ça a été très sexiste, ça a été très humiliant pour les filles et pour les garçons. Plus pour les filles, toujours. Et aujourd'hui, il y a des mouvements qui vont à l'encontre de ça. Tu as le MeToo Hôpital qui a quand même été extrêmement suivi. Tu as une asso qui s'appelle Donner des ailes, E2LES à la santé, qui milite pour que ça cesse. Et puis tu as l'affaire Le Squarneck, par exemple, qui montre que protégé par des puissants avec des arguments du genre non, c'est un excellent chirurgien, on peut pas s'en passer, ok, il fait des trucs dégueulasses mais on va le garder. Il faut séparer le chirurgien de l'homme. Le chirurgien du tripoteur. Ouais. Et donc évidemment que les choses avancent lentement, mais je pense qu'il faut garder quand même cette capacité, nous, qu'on a de rire de tout et de se faire du bien. Alors justement, je t'ai demandé de quoi tu riais et tu m'as d'abord répondu ceci. C'est flippant la télé quand même. Moi j'ai pas la télé parce que je sais que c'est de la drogue dure. La télé, tu la regardes, c'est obligatoire. Moi ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent non mais moi je regarde mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. Non mais vous êtes beaucoup à faire ça là? Mais quoi, la merde t'intéresse en fait? T'es merdologue peut-être. Quand tu vas au resto, tu commandes ce qu'il y a de plus dégueulasse? Qu'est-ce que tu te lèches les babines en regardant le menu, en te disant qu'est-ce que je vais chier demain? C'est ça ton truc à toi? Excellent extrait. Blanche Gardin, qu'on peut applaudir bien fort et qu'on embrasse. Blanche, justement, on parlait de la difficulté de rire de la période. Blanche, elle s'est exprimée là-dessus en disant que là, la période, elle était à bout et qu'elle n'arrivait plus à écrire des blagues sur l'actualité ou sur ce qui se passe au niveau de la société. Et est-ce que toi, ça t'arrive dans ton boulot de te dire c'est trop dur là, on lâche l'affaire? Non. Non, pas dans mon boulot, mais je suis tout à fait alignée avec Blanche quand elle dit que là, ça l'empêche de penser. Et vu tout ce qu'elle s'est pris d'ailleurs dans la figure, je ne sais même pas comment elle arrive aussi à respirer, pas que penser. Non, nous, enfin si, il y a des médecins que leur travail épuise, qui prennent de plein fouet la souffrance, la mort, les difficultés. Et puis en ce moment, l'hôpital, je ne sais pas si vous êtes allé aux urgences ou si vous avez attendu 10-12 heures sur un brancard, mais l'hôpital va mal, hein, je sais pas, il faut le dire, et ça ne nous aide pas à garder la joie. C'est clair. Bon, je vais remettre un petit peu de joie quand même parce que je vous ai fait travailler et moi j'ai travaillé de mon côté. Je vais vous montrer l'extrait de ce qui m'a fait rire ces derniers jours. Regardez ça. Juste pour précision, parce que les révélations que je vous ai citées, donc OpenLux et Paradise Paper, ont été révélées par Le Monde et un groupement de journalistes, de 27 journalistes internationaux, qui ne sont pas des journaux néo-marxistes, loin de là. Je ne suis pas Monsieur Dreyfus, donc je ne défendrai pas Le Monde, mais on ne peut pas l'accuser d'être... Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Hein. Je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là.
très très bonne punchline de Bernard Arnault. Le Monde, voilà, plutôt la France insoumise. Alors, bon, bah déjà c'est rigolo. ISF Comedy Club, mais ça m'intéresse pour une chose, c'est que je pense qu'il est vraiment sincère. Et ça pose la question de on est tous à gauche de quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens à gauche de Philippe Poutou? Est-ce que d'après toi, il y a des gens plus à gauche que toi? Sûrement, ouais. Enfin, bah oui. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire être à gauche? Le micro. Ah oui, ouais. J'ai toujours pas l'habitude. Ouais, non. Tu penses que oui? Dis, bah alors attends, de gosser. S'ils étaient posés devant comme ça. Non. Mais non. Et, ouais, alors qu'est-ce que tu as de droite par rapport à ces gens de gauche? Non, mais c'est toujours difficile. Quand on critique la gauche, c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on y met comme contenu en fait dans ce mot-là. Enfin, donc est-ce qu'on est plus à gauche que ou plus à droite? Enfin bon, enfin voilà, je réponds pas en fait parce que j'en sais rien quoi. Parce que je trouve il y a ce truc-là, mais il y a l'espèce de pureté militante aussi. Parce que dans le milieu militant, de toute façon, bon, c'est pas un milieu forcément très sympa, le milieu militant. Et il y a toujours des gens qui vont te reprocher effectivement d'être pas assez à gauche ou comme si t'es pas assez à gauche, j'hésite un peu parce que je sais pas si je parle naturellement. Bah là, tu peux, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui écoute. On n'enregistre pas, on n'a pas mis la cassette. Pas, hein. On est entre nous, mais j'entends du bruit, il y a un peu de monde quand même dans la salle. Mais ouais, mais le reproche classique, c'est effectivement quand on est des militants de gauche ou de gauche radicale, on va toujours trouver des gens plus radicaux que soi. Oui, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Qui nous reprochent, là par exemple, les discussions entre le NFP, puis même à chaque fois qu'il y a des élections notamment, même dans le cadre de lutte ou de manifestation, c'est toujours cette question, est-ce qu'on est unitaire? Si on est unitaire, avec qui on est unitaire? Mais est-ce qu'il faut être unitaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est être unitaire ou sectaire aujourd'hui? Et donc du coup, dans ces discussions-là, évidemment qu'on se fait des reproches des deux côtés. C'est-à-dire soit on est trop unitaire et donc trop droitier, et soit on n'est pas assez unitaire et trop sectaire et trop gauchiste. Donc voilà, donc après c'est à nous, militants et militantes, de trouver un peu le bon niveau, le bon chemin en fait. Est-ce qu'il y a des gens encore plus à gauche qui vous reprochent d'être trop unitaires? Oui. Oh la vache, il y a de tout. Okay. Les gens qui veulent en général, le gauchisme, en général, ça va plutôt avec le sectarisme. Okay. Et oh là là, ça on va l'extraire cette phrase. Alors là, hashtag cancel Philippe Poutou. Allez, terminé. Après, ça dépend de ce qu'on entend par gauchisme aussi. Évidemment. Ah là, il est fort. Non, mais oui, bien sûr. Non, moi je garde que la première phrase. Pablo, je t'ai demandé un deuxième exemple de ce qui t'avait politisé ou de ce qui t'énervait, etc. Tu m'as d'abord dit ce qui te mettait en colère, c'est les gens de plus de 1m68. Je me permets parce que tu me l'as vraiment dit. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je l'ai dit. Et tu m'as dit. Donc toi, au fait, physiquement, mais. Quoi? Donc toi, au fait. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai bien vu que je t'agaçais un petit peu. Et tu m'as dit la mauvaise foi et la paresse intellectuelle dans les débats. Ouais, donc toi aussi. Voilà, donc vraiment, c'est. On est vraiment sur ciblé, en fait. Allez, bagarre. C'est la bagarre la plus nulle de l'histoire. C'est un truc pour mater énormément de débats politiques ou d'émissions de pseudo-débats, parce que généralement les gens sont plutôt tous d'accord avec une seule personne qui fait un peu opposition dans le discours. Mais je suis assez fasciné par un mélange de paresse intellectuelle, et ça c'est un truc je pense qui nous énerve tous les deux, en tout cas qui nous interpelle. Moi ça me fascine un peu. Ouais, c'est-à-dire l'absence d'exigence et d'effort à penser correctement, et quand quelqu'un a tort, parce qu'on a tous tort à un moment donné quand on échange. Ouais, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça peut m'arriver. Cette capacité de mauvaise foi, là, qui est en toi, je me suis énervé tout ça. Non mais c'est un vrai truc, je trouve que c'est les deux poisons intellectuels qu'on a dans le débat public. Mais comment tu pourrais, enfin je sais pas, on est là pour essayer de trouver des solutions, comment tu pourrais lutter contre ça? Parce que de toute façon, est-ce que c'est pas inhérent à une discussion entre deux êtres humains? Peut-être, mais il y a peut-être une espèce d'éthique du dialogue ou du discours à avoir, mais un peu comme quand tu fais vraiment sur les micro-trottoirs, un truc de maïotique un peu à l'ancienne, on pose des questions, on creuse ensemble et on essaye de créer une pensée ensemble, plutôt que d'essayer d'affronter deux visions du monde, deux idéologies, et de voir qui est la plus forte, la plus cohérente logiquement, d'essayer de faire naître une pensée ensemble, quoi. J'ai rien compris. Moi, j'ai jamais interprété ça comme ça, ce que tu faisais. T'es sûr que c'est une maïotique pour penser ensemble, le micro-trottoir? Je vais les laisser, je crois. Allez, ciao. C'est juste Guillaume, il m'a dit, parle de maïotique à propos de mon travail. C'était peut-être mayonnaise, peut-être que je me suis trompé en termes de mots, mais en tout cas, j'ai placé le mot que je devais placer. Merci. Le prochain sera Taram. Non, mais si, parce que je pense qu'on parle pas la même chose. Mais Pablo, toi, tu cherches plutôt une idée de consensus
alors que dans la société et dans les débats, il y a du rapport de force, et c'est même quasi que du rapport de force. Je cherche pas forcément du consensus, mais en tout cas de trouver le terrain, si tu as raison, c'est du consensus techniquement, le terrain commun sur lequel on se met tous d'accord en termes de genre, au moins c'est vrai, tu vois. Ouais. Oui, d'accord, je vois. Mais alors, c'est intéressant d'en parler avec Philippe, parce que Philippe, t'es pas du tout là-dedans. Quand tu prépares tes émissions... Il est plutôt dans le tarama. Je sais même pas ce que ça veut dire. L'art des accouchements. Tu vois, je t'ai appris. Mais oui. Bah oui, j'avais pas fait le lien avec Mike. Ah bah oui, là on est dans une cohérence d'émission, les amis, c'est travaillé ça. Faire du spéculum, j'ai tout ça en fait. Spéculos? Non, allez, on dérape. Toi, quand tu vas dans un média, tu y vas pour la bagarre. Assumé. C'est une question. Pardon, j'avais pas bien mis le point d'interrogation. Philippe Poutou, répondez. On y est. On y va, nous, pour y défendre des idées. Mais donc, en assumant le rapport de force. On sait qu'on a écrit un livre avec Béatrice, justement, oui. Où on essaie de raconter notre expérience médiatique pendant les campagnes présidentielles. Petit candidat dans la campagne. Ouais, petit candidat face aux grands médias. Face aux grands médias, ouais. Après, c'est passionnant. Tout est relatif, petit et grand, mais bon. Ouais. Et on essaie de raconter un peu pourquoi on y va, comment on fait. Et donc, du coup, oui, c'est cette question-là. Mais en fait, on raconte aussi qu'on va dans des endroits où on maîtrise pas grand-chose, en fait. Même si on a beau être des révolutionnaires ou des gens en colère ou qui savent quoi dire, quand on arrive sur un plateau télé, on est un peu comme des cons. Tu maîtrises pas le cadre. On est dans un dispositif qui est quand même assez bien maîtrisé. On n'est pas chez nous sur un plateau télé. On se sent bien. Tout est fait pour nous calmer en fait. Tout est fait pour. Tout le monde est hyper bien habillé. Les éclairages sont super. Les micros marchent hyper bien. Les intervieweurs sont professionnels. T'es bien reçu. T'as le café. T'as des fois des petits fours et tout ça. Et du. C'est vrai, non, mais ça et après, comment tu peux être en colère? Ouais. Ils t'ont bien reçu. Et dès que tu commences à critiquer un peu les médias, mais quand même vous êtes invité. Et donc du coup, et alors c'est pas évident, c'est pas si évident. Aseptise en fait. Ouais, et en fait tu sens qu'il y a tout un truc qui est fait pour que tu sois gentil en fait. Ouais. Et alors qu'on a envie d'être méchant. Ouais. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ce qu'on voilà. Donc du coup oui, on y va. On aimerait bien vraiment dire des choses très méchantes, pas parce qu'on est méchant comme ça, mais parce qu'il y en a ras-le-bol Mais ça, t'y arrives pour le coup. Je me souviens de débats avec plein d'autres candidats où il devait y avoir Fillon et tout ça. Et t'avais réussi à casser le moment de légende. Ouais, en vrai. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. En fait, la règle de l'émission, c'était de pas attaquer l'autre candidat. Ok. Et ce qu'ils vont me reprocher par la suite, c'est de ne pas avoir respecté la règle. Mais c'est pas évident non plus, parce qu'on croit qu'on est... puis en fait, on est enlisé un peu dans le dispositif quand même. Parce que t'as l'impression d'être un sale gosse, d'être mal poli. Ouais, bien sûr, t'as une pression qui est là, t'as tout qui est... t'avais plein de connards en plus à ce jour-là. Ah merde, ça va être... Je me souviens. Oui, il y en avait plein. Et il y a plein de... Et donc du coup, t'as une pression qui est énorme, et même si t'as envie d'être là pour faire une mission, quelque part, on a des choses à dire... Eh ben, il y a une pression énorme qui fait que tu épitoses pas, t'es un peu tout petit. Tu t'es posé la question de plus du tout y aller parce que tu t'es dit le dispositif est trop puissant et je me fais non, enfin ça nous fait chier d'y aller, ça c'est sûr, parce qu'on sait que c'est pas simple, parce qu'on sait que c'est une grosse gymnastique, c'est physique, c'est un peu moi quand on sort d'un plateau, on est fatigué en fait. Mais on y va quand même parce que y en a plein qui nous disent c'est quand même bien d'entendre votre voix, enfin la voix de... Donc on est toujours pris là-dedans. Mais il y a des émissions qu'on refuse, évidemment. Il y a des heureusement d'ailleurs. C'est news, etc. Ouais, vendredi, tout est permis. C'est les trucs qui sont un peu à gauche, mal faits, là, tout ça. Là. Alors il y a un lien avec la réponse de Rada quand je lui ai demandé, quand je t'ai demandé la deuxième chose qui te faisait rigoler. Là aussi, ça m'a surpris parce que tu m'as dit Clément Viktorovitch. Parce que je te cite, j'admire l'habileté foisonnante. Donc on est complètement dans la thématique. Pourquoi il réussit à te faire rire avec ses analyses et ses décryptages de discours? C'est plus, c'est pas tant le fond du discours que la manière qu'il a de se moquer de la langue de bois et de renverser tout. Et j'avoue, j'étais l'écouter, je savais pas à quoi m'attendre exactement, et j'ai été quand même assez scotchée par ce talent. Je pense qu'il y a des idées à prendre et à laisser, mais quand même malin. Super malin. Ouais.
Bah, les gens disent que c'est le nouveau Guillaume Meurice, quand même. Pour tout ce qui est maïeutique. Tarama. Et toi, Rada, tu suis les débats, pareil, parce qu'on parlait de ça, on parlait des débats, l'art oratoire. Est-ce que tu t'intéresses à la politique politicienne, on va dire? Parce que toi, t'es dans le réel, t'es dans le concret, t'es vraiment... Bah ouais, non, j'écoute, mais rapidement, je suis submergée et je me dis que il vaut mieux que j'éteigne mon poste. Et donc, un mec comme Clément Viktorovitch arrive à te faire prendre un peu de recul et à... Une soirée, ça va. Tu te demandes comment il fait pour avoir cette rapidité. Oui, ça a fait un peu penser à toi quand tu étais jeune. Et... Tu sais, quand t'avais la niaque, quand t'étais à ton prime, tu te souviens ou pas? Qu'est-ce que c'est la définition du passif-agressif? Voilà, on mettra ça dans le dictionnaire Larousse. Voilà, on est sur du agressif-agressif. Agressif-agressif, ouais. C'est de bonne guerre. Et donc, oui, une soirée comme ça, c'est bien, mais justement, après, non. C'est pas mon job. Puisqu'on est sur le décryptage, l'explication, la pédagogie, etc., tu as écrit un livre qui s'appelle Le sexe et l'amour dans la vraie vie, coécrit avec Clémentine Dupont-Avis, c'est ça? Édition First. Est-ce que tu pressentais à l'époque que les mômes allaient faire leur éducation sexuelle sur TikTok, etc., et tu t'es dit, on va anticiper, on va leur expliquer que c'est pas à la télé que ça va se passer, c'est pas à l'école que ça va se passer? Ils avaient déjà commencé quand on a écrit. Il y avait TikTok, il y avait YouPorn, il y avait les copains. Et on voyait bien que ça partait un peu en... Oui, c'est le cas de le dire. Voilà. Ouais. Et surtout aussi parce qu'on allait dans les lycées et les collèges, donc on avait une discussion très directe avec les gamins et on voyait très très bien à quoi ils étaient biberonnés. Donc on s'est dit, on va essayer d'apporter un petit point de vue un peu plus délicat. Et est-ce qu'à l'époque, tu as été taxé? Est-ce qu'il y avait déjà la presse réactionnaire qui traquait ce genre de livre en disant regardez, on veut apprendre aux enfants à se masturber en images? Non, écoute, honnêtement, on n'a pas du tout été agressés. Probablement parce que le propos est assez mesuré quand même. Et puis que les dessins de Clémentine sont extrêmement élégants. Donc ça donne une dimension très, très acceptable. Merde, pas de bad buzz du coup. Bah non. Ah. Mais mon plus beau souvenir quand même, c'est un vieux monsieur de 88 ans qui avait pris rendez-vous en consultation à la grande surprise de ma secrétaire qui me dit écoute Rada, je sais pas, c'est un homme, il a 88 ans, il va absolument te voir. Et c'était super émouvant parce qu'il est arrivé avec le bouquin, il m'a dit écoutez docteur, j'ai lu votre livre et putain si je l'avais connu quand j'avais 30 ans, eh ben j'aurais eu une autre vie et ça m'a fait super plaisir. Jolie anecdote. Et tu vois l'impact des réseaux sociaux par exemple sur les filles, les jeunes femmes qui arrivent à la Maison des Femmes aujourd'hui? Bah, sur celles qui arrivent à la Maison des Femmes et puis sur ceux qui les ont fait arriver à la Maison des Femmes. Ouais. En les traitant comme ils pensent que c'est comme ça qu'on traite une fille, c'est comme ça qu'on couche avec une fille. Parce que, évidemment, ce qu'on leur explique, c'est qu'une fille qui dit non, c'est une fille qui meurt d'envie, mais qui n'ose pas dire oui. Et que ça légitime complètement leur comportement agressif, violent, etc. Donc oui, bien sûr, on a toutes les conséquences en fait de cette super mauvaise éducation. La bonne nouvelle, c'est que quand même il y a maintenant un programme pour les écoles avec une déclinaison par classe de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui peut-être va permettre de dédramatiser le débat, que les parents arrêtent de penser qu'en fait on va apprendre aux enfants à devenir homosexuels et à se masturber. Ils pensent que c'est ça qu'on leur explique en classe, et que au contraire on va essayer de leur parler de leurs émotions, de leurs difficultés, de leur sexualité qui est souvent un peu en recherche, et qu'il était temps. Et Pablo, tu as quelque chose à rajouter? Oui, moi j'avais juste une question parce que... Tu veux que je te dédicace mon livre? Faut qu'il est gratuit, je prends. Non mais c'était un vrai truc, on parle d'éducation sexuelle et moi j'ai le souvenir, on doit être de la même génération, j'ai le souvenir d'un grand vide en termes d'éducation sexuelle, nous quand on était à l'école, au collège et tout, genre 2 cours tous les 6 ans qui était extrêmement gênant. Comment mettre un préservatif? Mais c'est le meilleur. Pire que ça, c'était juste ils jetaient le préservatif, ils disaient débrouillez-vous. Non mais avec une banane quand même. Mais est-ce qu'en vrai on est dans une dynamique de mieux ou genre ça stagne un peu? Non, là on est clairement dans une dynamique de mieux parce qu'on voit bien les enquêtes, par exemple la dernière enquête du Haut Conseil à l'égalité montre que chez les jeunes, les idées masculinistes progressent, la violence est décomplexée. Non, il faut, enfin les gens ont conscience qu'on ne peut pas ne rien faire, c'est plus possible. Et du coup Pablo, j'ai une question pour toi, on parle des droits des femmes, parlons de MeToo, est-ce que ça a changé les trucs dans ta façon d'écrire des blagues?
Est-ce qu'il y a des blagues que tu ferais plus, que tu Moi, faisais mon avant? MeToo, il sort dans 2 semaines, donc en termes de blagues. C'est pour ça qu'on t'a invité avant sur Mediapart. Non, mais est-ce que ça a changé ton écriture ou est-ce que tu fais plus attention ou ce genre Non, il y a un truc, c'est que quand en vrai un MeToo sort, j'essaye d'attendre le plus possible qu'il y ait une procédure judiciaire avec une condamnation ou non, avant de faire des vannes sur la personne qui est au cœur du truc. J'essaye vraiment de ne pas suivre trop ce qu'on va appeler le tribunal populaire, les réseaux sociaux. Mediapart, donc. Essayer de suivre un petit peu les faits, tu vois, d'avoir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'un point de vue même journalistique, d'avoir des éléments factuels qui appuient un peu le dos, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais c'était pas ma question, qui était sans doute mal posée. Ma question, c'était est-ce que tu traques les biais sexistes qu'on a tous? Tes biais. Les miens, mais j'en ai trop. Mais est-ce que tu les traques? Enfin, est-ce que tu les traques dans l'écriture? Tu te dis ah bah merde. Tu fais relire? Non, mais j'essaye d'avoir une approche un peu égalitaire, mais que ce soit sur la question du sexe, du genre, de l'origine, de la religion. J'essaye d'être presque arithmétiquement égalitaire purement, mais j'y arrive pas. Je pense que c'est un idéal que je me pose. Et puis après, à la marge, on se gourre. Mais on essaye vraiment de faire des vannes sur tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a des vannes que tu as faites il y a 15 ans et que tu regrettes? J'essaye de ne pas avoir de regrets, donc ces vannes-là, je les mets dans le déni. et j'essaye de vivre avec. Mais non, eh bien, elles sont là, toutes ces vannes. Interprétées le container que j'ai vu en face. Philippe, la gauche a été quand même vachement en retard sur la question des droits des femmes. Où on en est Vous avez voté contre l'avortement. Il n'a même plus de micro. Hein. il en a marre, Philippe. Répondez. Bon, t'es pas responsable de toute la gauche depuis des années, mais est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que la gauche assume d'avoir été vraiment à la bourre? Et est-ce qu'au NPA, vous étiez en avance sur le reste de la gauche? Voilà. Fait 3 questions. J'ai pas l'impression qu'on soit en avance sur plein de choses, mais la gauche, après, voilà, il y a tellement de gauches différentes que déjà, il faudrait... Non, mais il y avait cette idée de on va faire la lutte des classes. Mais nous, nous, la gauche radicale ou la gauche révolutionnaire, on peut dire qu'on a été en retard comme plein de monde, en fait. Alors un peu moins en retard, parce que bon, le mouvement ouvrier et puis le mouvement de lutte pour les droits des femmes, ça va aussi ensemble, hein, même si on peut toujours dire, quand on lit des vieux textes de Marx ou après de Lénine, Trotsky, c'était pas nickel sur ces questions-là. Comme les vannes de Pablo, là. Il y a du quand même, les mouvements pour les droits, les luttes contre les oppressions, on en est plus proche quand même. Donc on peut pas dire qu'on est au top, qu'on a été au top historiquement et qu'on l'est aujourd'hui. Mais on est quand même beaucoup plus proche de tous ces mouvements-là. Là, la question des mobilisations pour le droit à l'avortement, par exemple, on était à fond avec. À l'époque, c'était Alain Krivine qui représentait donc la LCR, notre courant politique. Donc on était dans les manifs avec Arlette Laguillet, tout ça. Bon, donc du coup, on a quand même une proximité politique, évidemment, dans tous ces courants, de toutes ces luttes-là. Voilà, comme les luttes antiracistes, les luttes décoloniales ou anticoloniales. Et puis aujourd'hui, les luttes LGBTI. Donc tout ça, on en est quand même très très proche. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment nickel, qu'évidemment, comme tu le disais ou comme on le dit tous, les préjugés sont dans la société. Donc on se rend bien compte que quand même, bon, c'est pas si simple que ça. Mais bon, voilà, on peut dire quand même que ça progresse. Sur l'échiquier politique, la gauche est la mieux quand même. Mais voilà, après, il y a du boulot. Hein, je t'ai demandé, on va finir en beauté, Philippe. Je t'ai demandé ce qui te faisait marrer. Je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit te faire foutre. Donc j'ai choisi pour toi. J'ai choisi ceci. Je veux faire des poteaux, appeler les poteaux, lui faire du voodoo, lui faire les yeux doux. Je veux faire des poteaux, appeler les poteaux, des loulous, des papous tout le long du cou. Pour lui j'ai plus que des intentions de vote. J'aimerais pas qu'il me dise écoute, toi et moi on reste potes. En plus moi aussi je m'appelle Philippe. Et puis il est quand même vachement photogénique. Voilà, parce que au-delà du fait que c'est rigolo, t'es quand même devenu un objet de pop culture un peu. Est-ce que ça aide dans la lutte ou est-ce que c'est juste anecdotique? D'être un mème, ouais, c'est ça, on appelle ça un mème, quoi. Ouais, déjà, je vois pas tout ce qui se fait. C'est des gens qui me disent t'as pas vu, il y a eu ça. Donc déjà, c'est pas mal de pas tout voir. Peut-être. J'ai choisi le meilleur. Même si c'est sympa. Ouais, il y a Dombrance qui avait fait une chanson aussi. Exact. Qui fait Poutou avec des cœurs. Il y avait même des affiches où je suis torse nu. Enfin, c'est des.
c'est des fausses photos en plus. J'ai un torse velu, un peu musclé, tout est faux, mais prouve-le. Et voilà, il y a plein de petits trucs. Il y a des t-shirts, il y a des t-shirts qui sortent. Je la prends des fois parce que une personne arrive devant moi avec un t-shirt, avec ma gueule. Mais ça te fait marrer ou c'est à côté gênant en tout cas, ça me fait pas forcément marrer, mais c'est sympa. Mais est-ce que politiquement, ça veut dire quelque chose ou alors c'est juste amusant? Un petit peu, oui. Moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. Mais c'est il vaut mieux l'interpréter politiquement. Hein. D'ailleurs, toute la sympathie qu'il peut y avoir ou notre courant, ou des fois, c'est quand même bon. Après, la vie politique est très personnalisée, donc du coup, on devient un petit peu, on représente des fois avec notre visage un courant politique, donc du coup, les gens se retrouvent dans la personne. Mais oui, on l'interprète. Enfin, moi, je l'interprète politiquement. Ça veut dire que quelque part, notre radicalité, nos idées, elles plaisent. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que les selfies, je dis jamais non. Et que dans la librairie, par exemple, tous les jours, il y a des selfies. Je dédicace tous les bouquins qu'on vend. C'est l'école de commerce. Et donc, du coup, ça donne un. Mais ça, on... Mais moi, je pense en tout cas que c'est... Enfin, je le prends comme ça et c'est comme ça que je suis à l'aise. C'est un signe de sympathie politique. Et qu'aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus réac avec le racisme, le machisme, enfin tout ce que tu disais, le masculinisme, toutes ces idées pourries qui reviennent, nous, on représente un petit espace autre. Mais est-ce que c'est pas chiant la personnification Si c'est chiant. Mais est-ce que c'est chiant? C'est toi qui poses cette question. Bah oui. J'aimerais pas qu'on me la pose. C'est quand on est tous les deux et il a des boules en fait. C'est qui m'a volé la vedette. Ouais, c'est ça. On était à Rennes il y a pas longtemps. On a traversé la place Sainte-Anne de Rennes un jeudi soir. Non, pas que. Mais bon, on dit qu'est-ce que Poutou fait avec Laurent Wauquiez, quoi. On comprend pas, quoi. On comprend pas. Quand on vous dit qu'il a des biais de droite. Non, mais est-ce que, je veux pas dire est-ce que c'est chiant pour toi personnellement, mais est-ce que c'est inhérent à la Ve République, ou est-ce que c'est inhérent à la politique ou aux humains que des idées doivent s'incarner dans une personne qui doit être charismatique, etc. etc. J'en sais rien, je suis pas à ce niveau de réflexion-là. Désolé, il faudra qu'il y en ait d'autres qui étudient ça, mais on vit avec. On vit avec. Et après, il faut vivre avec. Mais franchement, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est pas désagréable. Mais encore une fois, parce qu'on se dit, en fait, là, c'est comme Olivier Besancenot avant moi, ou d'autres camarades qui vont à la télé pour porter des idées. On sait que derrière, il y a cette chose-là qui peut se passer, surtout la présidentielle. C'est tellement personnalisé, c'est tellement... Donc, du coup, après, on sait qu'on est reconnu, et après, on vit avec. Mais en fait, c'est la suite de l'histoire. C'est qu'on va là-bas pour défendre des idées de lutte contre le capitalisme et puis contre toutes les oppressions. Et derrière, après, des gens te reconnaissent et ils disent super ce que tu as dit ou super ce que vous êtes. Et en fait, pour nous, c'est quelque part une trace de l'efficacité de ce qu'on fait. Ça donne raison à le faire, même si c'est chiant ou même si c'est un problème, cette personnalisation, c'est sûr. Parce qu'en fait, après, les gens, ils sont là, ouais, c'est super, super, mais enfin, moi, je suis là juste, je dis des trucs par-ci, par-là, et en fait, ça manque des fois de cette idée qu'on devrait être tous ensemble et que c'est tous ensemble. Enfin, il y a des fois, on est trop mis un peu en haut et qu'en fait, on dit non, il faudrait qu'on soit chacun à la même place et puis qu'on voit, ça déforme un peu les réalités, quoi. Question Gilles Boulot. Est-ce que vous serez candidat à la présidentielle 2027, Monsieur Poutou? En fait, j'ai déjà répondu, si tu suivais... J'ai dit que c'était une question Gilles Boulot. Décroche. J'ai dit que c'était une question Gilles Boulot, donc... Ouais, non, je ne serai pas candidat. Enfin, mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui disent, ouais, tu dis ça, puis machin. Ouais. Je l'ai dit à la première fois, je l'ai dit à la deuxième fois, il y a même des images qui prouvent que je l'ai déjà dit. Vous serez là en 2022 ou pas? Non. Et j'étais candidat la fois suivante. Donc après, il y en a qui disent, ouais, t'es un politicard comme les autres, en fait. Mais non, il faut pas, ça serait pas raisonnable. Il y a deux, je prends quelques secondes. Il y a deux raisons. D'abord, le NPA, comme d'autres courants semblables aux nôtres, on pense aux élections quand même assez tardivement, parce que pour nous, la question première, c'est les mobilisations, les luttes, les révoltes, les émeutes. Nous, on est là-dedans. Donc nous, on est pour préparer ça. On pense que c'est ça qui changera la vie plus que les élections. Après, quand les élections arrivent, on se dit, tiens, ce serait bien d'y être pour dire ces choses-là, justement. Oui, et donc, en fait, on y pense tardivement. Et ensuite, il y a deux questions. C'est que la présidentielle de 2027, elle va être quand même très particulière.
parce que là, il y a quand même un vrai risque de victoire de l'extrême droite. Donc, on va falloir qu'on raisonne un petit peu différemment. On va voter Retailleau pour faire barrage à Bardella. Par exemple. Et ça se passera très bien. Si on en est là, c'est quand même triste. Mais donc, il y a cet aspect-là. Puis après, nous, il faut qu'on arrive à changer de visage. Si jamais on se présente, on verra la configuration. S'il n'y a pas de candidature unitaire, et on pense que c'est mal barré. Mais après, nous, il faut absolument qu'on ait une camarade candidate la prochaine fois, si jamais le NPA arrive à avoir une candidature. Très bien. J'ai une dernière question qui n'a rien à voir, qui est une question culinaire. Est-ce que tu aimes les frites? Est-ce que tu aimes les frites? On en a déjà parlé ou quoi? Oui. Hein? Oui. Voilà, c'est parce que comme c'est pas en direct, je vais mettre le oui juste après la question est-ce que tu seras candidat? Et comme ça, on peut raccorder. Est-ce que vous serez candidat à la présidentielle 2027? Oui. Oui. Philippe Poutou vient d'annoncer donc qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Ah ben ça c'est un scoop Mediapart. Tout le monde vote là. Alors. On arrive peu à peu à la fin de l'émission. Non, Rada, je voulais te demander quand même le rapport que tu as toi avec les politiques, puisque tu les côtoies forcément. Tu as dû certainement un peu les solliciter et maintenant peut-être qu'ils viennent vers toi pour essayer de récup un peu de... Ils sont comme Philippe, ils refusent jamais un selfie. Voilà, c'est ça. Ils viennent pour ça en fait. Et donc toi, est-ce que t'es plutôt méfiante ou est-ce que tu te sers d'eux? J'essaie de m'en servir quand je peux, mais je n'ai pas sa connaissance et son expertise. Non, les politiques, ils viennent évidemment pour se donner une belle image. Je soutiens la cause des femmes, je soutiens la lutte. Je voudrais, moi aussi, dans ma ville, dans mon département, faire des choses. Et puis après, parfois, tu les revois plus jamais. Donc, c'est un petit peu désespérant, mais t'es obligé. Mais si Marine Le Pen dit « je veux visiter la Maison des femmes », d'ailleurs, c'est peut-être... on m'a déjà posé la question et... Pour ma grande chance, elle ne me l'a jamais demandé. Et alors, c'est pas ma question c'est si elle te le demandait. Eh bien, je réunirai le conseil d'administration et je leur demanderai ce qu'on fait, mais je pense qu'on aura un peu de mal quand même. Faut être clair. Ça va mieux en le disant. Et Pablo, toi, est-ce que tu as déjà eu des petites velléités d'être délégué de classe ou d'être un peu leader parce que tu as énormément de charisme quand même? Déjà, j'avais pas la force de porter le carnet de correspondance. Non, mais je pourrais me présenter pour te faire barrage à toi. Parce que si jamais ça arrive. Non, il y a un truc quand t'es humoriste, de prendre un peu le recul, on essaye de pas trop participer à tout ça. Et moi je donne pas mon avis, par exemple, je m'engage jamais trop sur les... Donc non, ça t'a... Non mais je pense que les humoristes sont aussi des artistes un peu solitaires. On aime bien le groupe, mais pas les groupes trop gros non plus. On aime bien les bandes, mais je pense que les partis, ça peut nous faire peur aussi. L'idée d'être un peu happé par le groupe et de perdre un peu sa singularité, sa personnalité. Puis d'être contraint à suivre une ligne, oui. Ouais. Alors ce qu'on aime, c'est surtout jouer avec les limites aussi, tu vois. Donc c'est pas... Dans le micro, Philippe. Hanouna n'est pas candidat il a dit qu'il n'était pas candidat. Non. Quoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Non, il marche pas. Depuis le début, on l'a coupé. Eh bien, écoutez, ça fera une super belle conclusion. Oui. Est-ce qu'on peut juste revoir le spot de Philippe, s'il vous plaît? Alors, il va être... de toute façon, il va être diffusé dans la fan zone qui est juste derrière. C'est les 7000 personnes qui attendent que ça. Non, je voulais vous remercier tous les trois. Merci. Merci Pablo Mira, Rada Hatem, Philippe Poutou d'avoir été avec nous. Juste rapidement, votre actu. Qu'est-ce que Pablo? Pas d'actu, on est là pour le plaisir, Pas d'actu. On peut te voir en spectacle quand même, t'as un super spectacle sur les années 90. Non, écoutez, Radio Nova avec Guillaume, c'est très bien. Allez, impeccable. Rada, est-ce que t'as une actu? Comment on peut t'aider, la Maison des Femmes? Est-ce qu'on peut envoyer de la moula? Oui, quand le film va sortir, allez-y, emmenez vos copains, vos parents, vos enfants, emmenez tout le monde voir ce film, il est super. Impeccable. Et Philippe, la librairie? Oui, nous c'est la librairie Les 400 coups à Bordeaux, si on peut faire de la pub, et avec Béatrice, et donc une librairie wokiste avec plein de... Merci beaucoup. Gardez vos applaudissements pour toute l'équipe technique. Alexandre Huez à la réalisation, Martin Bessin au montage, Stéphane Pruvot, directeur photo, Julien de Coignac, Romain Piron, chef opérateur, Jimmy Beaufils au son, Charles Etzkus, chef électricien, Georges Lara.
Matériel Régie. Le maquillage, Géraldine, Pierre Catan, producteur exécutif, Valentino Berti, à la rédaction en chef, Imen Melas, chef d'édition, Tariq Safraoui pour l'ensemble de son œuvre, à Triomphe. Merci beaucoup. Cette émission est en accès libre sur Mediapart, uniquement dispo sur vos abonnements, grâce à vos abonnements donc. Abonnez-vous à Mediapart. Merci à vous toutes et tous évidemment d'avoir suivi Black Bloc pendant toute cette saison. On se retrouvera ici ou ailleurs, où on pourra, où on voudra très bientôt. Inch la vie. Merci à vous.